Donc, Voilà. nous voici encore réunis pour l'avant-dernière visioconférence des universités des maires. Donc, ce soir, on accueille, alors j'ai perdu d'un seul coup le nom, Guillaume Malsepi, allez-y, Malespine de l'UGAP, qui va vous faire une présentation sur les fondamentaux des marchés publics. Donc, voilà, je lui laisse la parole. Le président s'excuse parce que lui aussi était à la réunion en préfecture aujourd'hui et avec le temps de trajet, il ne pouvait pas être là à 17 heures. Voilà, donc on y va? Allez, bonne réunion. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions. Attendez, oui, juste des questions en direct en essayant de poser votre question en désactivant votre micro ou par le chat. Il n'y a pas de souci. Merci. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nathalie, merci Lucie de mon accueil. Je suis très heureux d'intervenir à nouveau devant les élus de votre département. J'étais déjà venu en présentiel au conseil départemental, je pense qu'il y a 2 ans, je dirais, il y a 2 ans à peu près. C'était au moment de l'entrée en vigueur du nouveau code, sauf erreur, mais peut-être que ma mémoire me trahit. L'idée ici, c'est de présenter, dans le cadre du partenariat que l'UGAP a avec Mairie 2000, une sensibilisation, ce n'est pas une formation au sens strict, c'est une sensibilisation aux fondamentaux des marchés publics. Donc vous avez la possibilité de poser des questions. Je vais faire apparaître sur mon écran aussi le chat. Voilà, comme ça je pourrai répondre au fil de l'eau aux questions que vous pourrez me poser. S'il y a un point particulier qui ne serait pas d'une grande clarté, n'hésitez pas à m'interrompre. Et si vous avez des questions très concrètes qu'appellent les développements que j'expose, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Donc en 1h30, l'idée est de présenter les fondamentaux sur les marchés publics. Alors quelques mots d'abord sur l'UGAP, qui est le partenaire de Mairie 2000 ici. L'UGAP est une centrale d'achat public, c'est un établissement public industriel et commercial qui opère en achat pour revendre pour l'essentiel. Donc c'est un acheteur, c'est un acheteur d'abord. Donc comme vous-même, comme vos collectivités, a les mêmes problématiques. La petite différence, sans doute, c'est que nous achetons un gros volume de biens ou de services et nous avons des services marchés, des services achats extrêmement experts. C'est sans doute la raison pour laquelle Mairie 2000 a souhaité que ce soit l'UGAP qui intervienne sur ces sujets. Nous avons différents segments de clientèle et nous avons aussi un important segment de clientèle au bénéfice des collectivités territoriales, puisque nous avons 3 segments de clientèle qui se répartissent à parts égales. Les services de l'État, l'État et les services de l'État, les établissements publics, les établissements de santé, les hôpitaux, les établissements sociaux également, ou médico-sociaux, et enfin, pour un tiers à peu près de notre activité, les collectivités territoriales. J'ajoute que l'UGAP est très attaché à prendre en compte les problématiques des collectivités territoriales. Je rappellerai simplement le souci important, le souci constant de notre président pour le fait territorial et pour le fait des collectivités territoriales, puisque notre actuel président est ancien directeur général des collectivités locales. Donc on a une attention toute particulière à l'UGAP pour les collectivités territoriales, pour la dynamisation des territoires à travers le soutien aux entreprises, notamment des PME implantées localement. Voilà, dans ces grandes lignes, la présentation de l'UGAP. Si je reviens au cœur de notre propos, nous allons évoquer ici les grandes questions. Les grandes questions qui se posent à tout gestionnaire local, à tout élu, à tout service marché, lorsqu'il envisage de conclure un marché public. Le programme est assez dense, mais nous allons aller à l'essentiel. L'idée est vraiment d'avoir les points saillants pour, surtout au moment où vous allez lancer votre procédure de marché, vous ayez un certain nombre de réflexes dans votre
quotidien opérationnel. Alors très brièvement, le droit de la commande publique, le droit des marchés publics, les marchés publics, la pratique achat, aujourd'hui, relève d'un texte entré en vigueur le 1er avril 2019, qui est le Code de la commande publique. Il est accessible sur Légifrance, bien sûr. Le gouvernement avait fait le choix de simplifier, de rassembler au sein d'un même texte, dans un souci d'accessibilité de la règle, d'intelligibilité de la règle, un certain nombre de dispositions qui étaient jusqu'à présent tout à fait éparses et qui donc n'étaient pas très aisées de manier lorsqu'on est un gestionnaire. C'est l'objet de ce Code de la commande publique qui est construit de manière assez didactique puisqu'il est construit en considération de la vie du contrat. Vous avez des développements sur la passation, des développements sur l'exécution et des développements dans ce Code de la commande publique sur les difficultés, les litiges qui peuvent naître dans le cadre de ces marchés. Alors, d'abord, lorsqu'on est un gestionnaire local, lorsqu'on est un élu, une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale, avant de se poser la question de savoir si j'applique correctement les règles de la commande publique, la première question à trancher, c'est est-ce que je suis bien en présence d'un marché public? Est-ce que le contrat que j'envisage de conclure avec une entreprise, avec un opérateur, avec un prestataire, est-ce qu'il s'agit bien d'un contrat de la commande publique type marché public ou est-ce qu'il s'agit d'un autre contrat? Il pourrait s'agir d'une concession, d'une délégation de service public, il pourrait s'agir d'une convention d'occupation domaniale, il pourrait s'agir d'une convention de subventionnement. Donc, première question, c'est est-ce que je suis en présence d'un marché public? Et pour répondre à cette question, un certain nombre d'indices doivent être relevés, un certain nombre de critères doivent être remplis. La première chose, c'est qu'un marché public est un contrat qui est conclu par un acheteur, et nous allons voir ce qu'il faut entendre par acheteur. Alors, au cas d'espèce, c'est pour ce qui vous concerne, ce n'est pas douteux, s'agissant d'une commune, s'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale, avec un ou plusieurs opérateurs économiques, et nous verrons que ces opérateurs économiques peuvent être très divers. Donc, je fais appel à un tiers, pour faire simple. Deuxième indice, un marché public est conclu par une collectivité afin de répondre à un besoin de la collectivité. Des besoins en termes de fourniture, des besoins en termes de services, des besoins en termes de travaux. Il y a donc un besoin à satisfaire, identifié comme tel par le gestionnaire. Troisième critère, troisième élément de définition du marché public, pour qu'il y ait marché public, il faut qu'il y ait une dimension économique au contrat, ce que l'on désigne par l'onérosité de l'opération. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un flux financier pour l'essentiel, ou en tout état de cause, il faut que le prestataire auquel vous allez faire appel tire un avantage économique. Cet avantage économique, cette onérosité du contrat, procède pour l'essentiel du versement d'un prix par la collectivité à son prestataire. C'est l'hypothèse la plus fréquemment rencontrée. Mais, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos, cette onérosité du contrat, c'est-à-dire cette dimension économique dans le contrat, peut ne pas consister dans le versement d'un prix, c'est-à-dire peut ne pas se traduire par un flux financier entre la commune et le titulaire, mais peut résider dans un abandon de recettes. Un abandon de recettes consenti par la commune, consenti par l'établissement public de coopération intercommunale. Prenons un exemple très concret. Prenons l'exemple d'une commune qui souhaite éditer un journal d'information municipal. La commune souhaite communiquer auprès de ses administrés à travers un journal d'information municipale, et donc elle répond évidemment à un besoin. Et elle va faire appel à un prestataire de
d'édition de ce journal, qui va maqueter le journal, puis qui va l'imprimer, voire le distribuer. Il peut très bien s'agir d'un contrat, au cas d'espèce, où la commune ne verse aucun prix à l'éditeur. L'éditeur va se rémunérer sur les publicités que les annonceurs vont faire paraître dans le journal d'information municipale. J'habite moi dans une commune en région parisienne où la commune a fait le choix d'éditer un journal d'information municipale mensuel, et je constate en feuilletant ce journal d'information municipale mensuel qu'il y a un certain nombre d'annonceurs. Ce sont des entreprises de la commune, ce sont des entreprises des communes voisines qui assurent une publicité au sein de ce journal d'information municipale. Bien entendu, cette publicité n'est pas gratuite. Eh bien, dans ce type d'opération, la commune peut dire à l'éditeur du journal, moi je ne vous verse rien, hein, je ne vous verse aucun prix, vous allez vous rémunérer de votre prestation sur les publicités qui sont insérées dans le journal d'information municipale. Et bien là, on considère qu'on est bien dans un marché public, même si il n'y a aucun flux financier direct entre la commune et l'éditeur du journal d'information municipale. Ça reste un marché parce qu'il y a une dimension économique, parce que l'éditeur de ce journal d'information municipale tire un avantage de l'opération. Autre critère, pour qu'on puisse parler de marché public, il faut que ce soit un contrat limité dans le temps. Et quand on dit limité dans le temps, d'ordre pratique, ça veut dire, pour l'essentiel, 4 années. Ça peut aller au-delà, mais dans ce cas-là, il faudra justifier de la nécessité pour le titulaire, c'est-à-dire pour le co-contractant, d'amortir son travail sur plusieurs années, notamment lorsque le marché exige des investissements préalables à l'exécution de l'opération. Mais pour l'essentiel, un marché public est d'une durée de 4 ans. Lorsqu'on va au-delà, il faut justifier. Enfin, dernier critère, dernier élément de la définition, un marché public conclu par une collectivité territoriale, une commune, un établissement public de coopération intercommunale et nécessairement un contrat administratif. Nécessairement un contrat administratif, cela emporte comme conséquence que les difficultés qui pourraient naître relativement à la passation du contrat ou à son exécution, ces difficultés pourront être portées devant le tribunal administratif. C'est une qualification de contrat administratif qui détermine le juge compétent. Alors, rentrons un peu dans la relation contractuelle et identifions quelles sont les parties au contrat. Nous l'avons dit il y a un instant, un marché public est un contrat conclu par un acheteur avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Mais quel est cet acheteur? De qui s'agit-il? Et là, une distinction un peu technique, mais que je vais expliquer à travers un exemple, une distinction doit être faite entre l'acheteur dit pouvoir adjudicateur et l'acheteur dit entité adjudicatrice. Partons d'un exemple. Prenons l'exemple d'un établissement public de coopération intercommunale. Cet établissement public de coopération intercommunale, il a des services administratifs à faire fonctionner. Il va faire l'acquisition de matériel informatique, de logiciels, de prestations de formation pour ses agents, de fournitures de bureaux, toute une série de dépenses qui répondent à son besoin en tant qu'établissement public de coopération intercommunale pour les besoins de fonctionnement courants. Mais cet établissement public de coopération intercommunale, il a aussi une compétence. Ça peut être une compétence de distribution d'eau potable, ça peut être une compétence de
d'opérateur de réseau de chaleur, ça peut être une compétence de transport interurbain. Ça, ce sont les missions de l'établissement public de coopération intercommunale. Eh bien, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale achète un certain nombre de biens, de services ou réalise des travaux qui vont être destinés à l'exercice de sa compétence, par exemple réseau de chaleur, réseau de distribution d'eau potable, réseau de transport, alors l'on considère que l'établissement public de coopération intercommunale n'achète plus comme pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire pour son fonctionnement courant, mais en qualité d'entité adjudicatrice. Et cela, c'est tout à fait essentiel à bien intégrer, car la distinction entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice n'est pas neutre, en ce sens que les seuils de procédure seront plus élevés lorsque l'on achète en qualité de pouvoir adjudicateur que lorsque l'on achète, seront plus élevés en qualité d'entité adjudicatrice que lorsque l'on achète en qualité de pouvoir adjudicateur. J'y reviendrai puisqu'on évoquera les seuils. Restons là un instant sur le pouvoir adjudicateur. L'établissement public de coopération intercommunale est une personne morale de droit public qui va acheter pour ses besoins de fonctionnement courant. Fourniture de bureaux, mobilier, tables et chaises, logiciels de gestion, formation professionnelle, etc. Ça ne soulève pas de difficultés particulières. Mais il peut y avoir, et ça c'est le deuxième point qui est évoqué ici sur cette slide, des personnes morales de droit privé qui, compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été créées, ou compte tenu des modalités de son fonctionnement, de sa gestion, de son financement, vont être aussi considérées comme pouvoir adjudicateur et donc comme acheteurs publics. Là encore, je prends un exemple. Prenons l'hypothèse d'une association. Loi 1901, créée par une commune, créée par un établissement public de coopération intercommunale, pour avoir la mission de comité des fêtes ou d'association culturelle, d'association sportive sur le territoire de la commune. C'est une association de loi 1901. C'est donc une personne morale de droit privé. Mais cette association loi 1901, érigée en comité des fêtes, érigée en association culturelle, en association sportive, est créée à l'initiative de la commune pour exercer une mission qui présente un caractère d'intérêt général autre qu'industriel et commercial. Quand une commune crée un comité des fêtes sous forme associative, elle ne poursuit pas un but lucratif. Elle poursuit un but d'animation du territoire, de dynamisation du territoire, de lien social entre les administrés. Donc un but tout à fait désintéressé, un but que le droit qualifie comme ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. Ça, c'est l'objet. Et puis, si l'on considère que ce comité des fêtes voit sa structure de financement majoritairement assurée par la commune qui l'a créée, ou par l'établissement public de coopération intercommunale, si l'on constate, autre hypothèse, que la gestion de ce comité des fêtes, encore une fois, loi 1901, est placée sous un contrôle étroit de la commune, si enfin on identifie que les organes de direction de ce comité des fêtes, loi 1901, est désigné, si ces organes de direction sont désignés pour plus de la moitié de ses membres par la collectivité, eh bien, ce que dit ici le droit, c'est qu'en réalité, derrière cette association loi 1901 érigée en comité des fêtes, c'est la commune qui agit, c'est la commune qui intervient. Par conséquent, quand bien même nous sommes en présence d'une personne de droit privé, les règles applicables à cette personne morale de droit privé en matière d'achat public seront rigoureusement les mêmes que celles que la commune doit appliquer pour ce qui la concerne. En réalité, le droit dit, derrière cette personne morale de droit privé, c'est la personne publique qui intervient. Et parce que c'est la personne publique qui intervient, alors
je ne dirais pas sous le faux nez de l'association, ce sont les mêmes règles qui doivent s'appliquer. Donc il faut avoir cela à l'esprit, car les tribunaux administratifs, les chambres régionales et territoriales des comptes pourraient relever l'irrégularité d'un acte d'achat réalisé par une association loi 1901, personne morale de droit privé, si le tribunal administratif, d'une part, ou la chambre régionale et territoriale des comptes, d'autre part, identifie que, en réalité, c'est la personne publique qui agit. Alors, on me pose tout de suite la question, quid des offices de tourisme loi 1901. Bien, les offices de tourisme qui sont créés sous forme associative, ces offices de tourisme sont précisément créés pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. Ils sont aussi pour partie financés par l'impôt, par là une taxe, la taxe de séjour, partiellement en tout cas par l'impôt. Et donc on voit bien qu'il y a un financement public. On voit bien aussi que la gestion de l'office de tourisme, qu'il s'agisse d'un office de tourisme communal ou intercommunal, comme c'est de plus en plus le cas, bien ces offices de tourisme, typiquement, pour leur achat, doivent appliquer les règles de la commande publique. On est bien dans ce cas et je remercie notre interlocuteur d'avoir soulevé cette hypothèse aussi. Oui, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Bonjour, Monsieur Duranceau. J'ai en charge encore quelques jours le pôle tourisme à la communauté de communes. Et très sincèrement, j'apprends quelque chose ce soir sur les marchés publics. On a 2 offices de tourisme. Un qui est sur les hautes terres de Provence, auquel on verse à peu près 25 000 euros de subventions. Et à côté, ils sont en office de tourisme entrepreneurial. Donc, les 25 000 euros, ça représente à peu près 10% de ce qu'ils génèrent en recettes. Et à côté, on a les recettes de fonctionnement. C'est ce qui permet. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et après, ils ont des activités d'ingénierie, etc. Donc, ils ont un plus gros budget. Et d'autre part, on a le gros office de tourisme qui couvre le reste du territoire, où là, on a une subvention de l'ordre de 380 à 400 000 euros, plus 130 000, 140 000 euros de taxes de séjour, qu'on reverse quasiment en totalité, puisque la communauté de communes fait quand même des actions de promotion. Et donc, du coup, si je comprends bien, il faut pour tous leurs achats, en fonction des seuils, bien entendu, pour leurs achats qui se conforment à la commande publique, c'est-à-dire que pour des achats supérieurs à 40 000 euros, on est en procédure adaptée, etc., etc. C'est exactement cela. Il faut identifier. Alors, le critère du financement n'est pas l'unique critère, hein, puisque, comme vous le voyez ici, ce sont des critères alternatifs. Le critère de l'objet, il est nécessaire, puisque la structure de droit privé doit avoir été créée pour satisfaire un besoin ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. C'est assez vraisemblable pour un office de tourisme. Et ensuite, les autres critères sont des critères alternatifs. C'est soit le financement, soit la gestion, soit la gouvernance. Alors, celui qui est le critère de financement, au surplus, ce n'est pas simplement le subventionnement, parce que peut rentrer en ligne de compte dans la mesure du financement majoritaire d'autres paramètres. Par exemple, la mise à disposition de locaux. Évidemment, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale met à disposition d'un office de tourisme des locaux, très concrètement, il y a une valorisation de cette mise à disposition de locaux. Ce peut être aussi la mise à disposition de personnel. Ce peut être aussi la garantie de prêts contractés dans les conditions du Code général des collectivités territoriales. Les communes peuvent, sous certaines conditions, garantir des prêts. Donc, ce que l'on vise par financer majoritairement, en première analyse, on pense évidemment à une subvention, hein, qui est facialement la plus aisément mesurable, mais c'est toute la structure de financement qui peut être prise en compte. Et puis, si le financement n'est pas majoritaire,
bien, on pourra identifier d'autres critères. Est-ce que l'Office voit sa gestion soumise à un contrôle étroit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale? Autre critère, encore une fois alternatif, est-ce que la structure de gouvernance, dans le cas que vous soulevez ici de l'Office de tourisme, est-ce que cette gouvernance, elle se matérialise par le fait que plus de la moitié des membres des organes de gouvernance sont désignés par la collectivité qui est à l'initiative de la création de l'Office, soit la commune, soit l'établissement public de coopération intercommunale, soit les deux. Donc, si ces critères sont remplis, indubitablement, cet office de tourisme, quand bien même il serait créé sous une forme associative, loi 1901, est soumis au droit de la commande publique et donc doit appliquer les règles du Code de la commande publique. D'accord. Merci. Est-ce que ça répond à vos interrogations? Oui, oui. Après, les critères que vous désignez sur la gouvernance, sur tout ça, ce n'est pas des critères cumulatifs. J'imagine que tout Non, dépend. les trois critères sont tout à fait alternatifs. Oui, voilà, c'est ça. Il suffit qu'il y en ait un qui soit rempli, sous réserve évidemment que l'objet, mais l'objet, ça va être très simple, hein. Que va faire le juge, que va faire le tribunal administratif, que va faire la Chambre régionale des comptes? Elle va demander la communication des statuts de l'association 1900. Elle va faire parler l'article des statuts relatifs à l'objet. Et donc, elle va qualifier l'objet. Ça, le critère de l'objet est nécessaire. Ensuite, ce sont des critères alternatifs. Vous pouvez très bien avoir un financement minoritaire par la personne publique, et vous évoquiez à l'instant un office de tourisme financé à hauteur de 10%, me semble-t-il. Bon, c'est minoritaire, sauf si on considère qu'il y a d'autres critères dont il faut tenir compte. Je disais la mise à disposition de locaux. Très clairement, le fait que l'Office ne loue pas des locaux, ça a une valeur. Ça doit être pris en compte. La mise à disposition de personnel, ça aussi, ça peut être valorisé. Donc ce sont là des critères alternatifs, mais d'ordre pratique, lorsqu'une structure est créée à l'initiative d'une personne publique, assez classiquement, sauf à ce que la structure ait été créée dans un but strictement lucratif, d'ordre pratique, on considère que c'est un prolongement de l'administration, c'est un prolongement de la commune, c'est un prolongement de l'établissement public de coopération intercommunale, et donc le juge administratif ou les chambres régionales et territoriales des comptes seront très attentives à ce qu'on ne crée pas artificiellement une personne morale de droit privé pour échapper aux règles du droit de la commande publique ou pour échapper aux règles aussi de la comptabilité publique. Ce serait évidemment trop facile de créer une structure privée pour échapper aux règles de la comptabilité publique en disant désormais je vais me placer sous le régime de la comptabilité privée. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, le pouvoir adjudicateur d'une part, l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice, c'est un pouvoir adjudicateur qui exerce une activité d'opérateur de réseau. Et donc, parce que c'est un pouvoir adjudicateur qui exerce une activité d'opérateur de réseau, les règles applicables en matière de commande publique seront celles des entités adjudicatrices avec les seuils particuliers et plus élevés sur lesquels nous reviendrons d'une part, et avec la possibilité de davantage négocier. Donc là encore, lorsqu'on achète, il faut être très au clair sur la qualité avec laquelle j'achète. Est-ce que j'achète pour les besoins de fonctionnement courant de mes services, auquel cas je suis pouvoir adjudicateur? Est-ce que j'achète des biens? Est-ce que j'achète des services? Est-ce que je réalise des travaux en lien avec l'activité d'opérateur de réseau qui relève de ma compétence statutaire? Auquel cas, j'achète en qualité d'entité adjudicatrice, si bien que je devrais mettre en œuvre
les règles applicables aux entités adjudicatrices. Nous y reviendrons. Acheteurs d'un côté, de l'autre côté, les opérateurs économiques. L'opérateur économique, c'est l'organisme, l'entité, la personne qui va satisfaire le besoin de l'acheteur public, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette entité, cette personne peut être une personne physique. Il n'est absolument pas interdit à une personne physique, un particulier, de répondre à une consultation de marché public lancée par une collectivité. Le plus souvent, cet opérateur économique sera une personne morale. Mais cette personne morale, elle peut être privée ou publique. Et j'insisterai ici sur la personne morale de droit public, opérateur économique. Il serait erroné de penser que seules des entreprises privées, seuls des opérateurs privés peuvent répondre à une consultation lancée par une personne morale de droit public, par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale. Car le Conseil d'État, le droit, dit qu'il est tout à fait possible à une collectivité de s'ériger en opérateur économique. Et je vais prendre ici un exemple tiré de la jurisprudence du Conseil d'État, qui est venu de manière très claire poser le cadre dans lequel une personne morale de droit public répond à une procédure de marché lancée par une autre personne morale de droit public, se voit attribuer le marché, et cela en toute légalité. L'hypothèse sur laquelle le Conseil d'État, dans un arrêt de 2014, Société Armor SNC, est venu préciser les choses, est relative à un marché public lancé par un conseil départemental qui avait un besoin de prestation de dragage de ses estuaires, des estuaires. Prestation de dragage, le conseil départemental lance une procédure de marché, répond à cette procédure de marché des entreprises privées, mais répond aussi un autre conseil départemental qui avait en interne les équipements, les effectifs en termes de personnel pour réaliser cette prestation, parce que lui-même, ce conseil départemental, avait développé cette expertise pour ses propres besoins. Il avait l'équipement, c'est-à-dire qu'il avait la barge nécessaire pour procéder à cette prestation de dragage, il avait le personnel au sein des services départementaux, et donc il dit, puisque mon équipement n'est pas utilisé toute l'année, puisque mon personnel a besoin d'être régulièrement formé, eh bien, je vais proposer cette prestation à un conseil départemental voisin. In fine, le marché est attribué par le conseil départemental à un autre conseil départemental. Les entreprises privées contestent et s'émeuvent de l'attribution d'un marché public par un conseil départemental à un autre conseil départemental. L'affaire est portée devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État pose le principe suivant lequel il est tout à fait possible à une personne publique de venir concurrencer sur le marché des entreprises privées. Et donc le marché attribué par le conseil départemental au conseil départemental B est tout à fait régulier. Tout au plus, le Conseil d'État est venu préciser que la personne publique qui répond à une procédure de marché d'une autre personne publique ne peut pas tirer un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises privées de sa qualité de personne publique. Et ça veut dire très concrètement que l'offre proposée par le conseil départemental à un autre conseil départemental
ne peut absolument pas être financé par l'impôt. La structuration de l'offre ne peut pas être financée par l'impôt. Ce sont les recettes d'exploitation qui doivent équilibrer le contrat. Concrètement, cela se traduira par la constitution d'un budget annexe au sein du conseil départemental qui propose cette prestation. Mais c'est tout à fait possible, et c'est un point important lorsqu'on contracte, de considérer qu'il est possible d'attribuer un marché à une autre personne publique. Alors, les exemples sont tout à fait légion. Je prends par exemple l'hypothèse d'une prestation d'analyse des eaux de baignade sur un territoire. Bien, lorsque des eaux de baignade sont ouvertes au public, des analyses doivent être faites. Ces analyses, elles peuvent être faites soit par des laboratoires privés, soit par des services de conseils départementaux qui ont cette expertise. Et il y a un certain nombre de communes qui vont contracter avec les services départementaux pour procéder aux analyses des eaux de baignade de leur territoire. Et cela en écartant des entreprises privées. Tout cela est parfaitement régulé. Opérateur économique. Alors cet opérateur économique, il est un candidat lorsqu'il exprime son intention de participer à une consultation. Il devient un soumissionnaire lorsqu'il dépose une offre, lorsqu'il propose une offre. C'est une précision, là, simplement terminologique. Nous venons de voir quelles sont les parties au contrat. Lançons-nous maintenant dans la conclusion du contrat. Et un certain nombre de principes doivent être connus du gestionnaire local lorsqu'il va lancer une procédure de marché. Allons pas rentrer dans le détail de ces principes, mais je les mentionne parce que ce sont ces principes qui doivent régulièrement questionner le gestionnaire local, le service marché de la commune, le service marché de l'établissement public de coopération intercommunale, doivent régulièrement le questionner pour savoir si ce qu'il est en train de faire ne le place pas dans l'illégalité. Ces principes sont au nombre de 3, fixés dans le Code de la commande publique, auquel vient s'ajouter un principe dégagé par le juge, par le Conseil d'État. 3 grands principes. L'égalité de traitement des candidats. Vous ne pouvez pas, dans une procédure de marché, traiter différemment les opérateurs économiques, les soumissionnaires, notamment, par exemple, en donnant des informations privilégiées sur votre besoin, sur le contrat à conclure, sur le marché précédent. Vous ne pouvez pas donner des informations à l'entreprise avec laquelle vous souhaitez contracter sur l'exécution du marché qui va s'achever. Vous devez être parfaitement symétrique, assurer une parfaite symétrie dans l'information. C'est l'égalité de traitement. Deuxième critère, deuxième grand principe, la liberté d'accès à la commande publique. Tout opérateur économique qui est en mesure de répondre à votre besoin doit pouvoir tenter sa chance, doit pouvoir répondre à la consultation. Et disons-le d'emblée, au nom de ce principe de liberté d'accès à la commande publique, il est rigoureusement interdit d'introduire dans une procédure de marché un critère tiré de l'implantation géographique des entreprises. Vous ne pouvez pas lancer une procédure de marché en disant que seules les entreprises du territoire, de ma commune, du territoire intercommunal pourront répondre. Ça, c'est tout à fait irrégulier. Le critère de la préférence locale sera sans doute possible sanctionné par le tribunal administratif au stade de la procédure de passation. Enfin, dernier principe, c'est la transparence des procédures. Ce que l'on vise par transparence des procédures ici, c'est l'obligation faite
à l'acheteur public d'informer les entreprises, d'informer les opérateurs économiques des critères suivant lesquels le choix va intervenir. La transparence des procédures, c'est d'être tout à fait disert, tout à fait clair sur le besoin à satisfaire. La transparence des procédures, c'est l'obligation faite à l'acheteur lorsqu'il répond à une question posée par un opérateur économique dans le cadre d'une consultation, de mettre à la disposition de tous la réponse qui va être faite à cette entreprise. On rejoint ici d'ailleurs l'égalité de traitement. Trois grands principes auxquels est venu s'ajouter le principe d'impartialité. Ce que l'on vise ici, concrètement, c'est la prévention du conflit d'intérêts dans une procédure de marché. Il faut absolument que la procédure de marché conduite par l'acheteur public soit impartiale. Ça veut dire quoi d'ordre pratique? Ça veut dire que si une collectivité lance une procédure de marché à laquelle peut répondre une entreprise au sein de laquelle un élu a des intérêts personnels, matériels, directs ou indirects, il faut mettre en place des garde-fous, il faut mettre en place des dispositifs de déport, il faut mettre en place des dispositifs de contrôle renforcés de la procédure, de manière à ce qu'il n'y ait aucun soupçon sur la partialité de la procédure menée. Là, c'est tout à fait essentiel et je dirais même plus que cette exigence a été renforcée à la faveur de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence de la vie économique, plus connue sous le nom de loi Sapin 2. Ça, c'est une exigence très forte en matière de probité, en matière de prévention des atteintes à la probité, qu'il s'agisse de phénomènes de corruption, de phénomènes de délit de favoritisme, de phénomènes de prise illégale d'intérêt, de phénomènes de trafic d'influence. La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui s'applique aussi aux collectivités publiques, renforce ces dispositifs, renforce cette exigence de probité dans l'action publique. Grand principe, d'une part, et règle générale, d'autre part. Lorsqu'un marché est conclu par une personne morale de droit public, comme le sont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, un certain nombre de règles s'appliquent au contrat. Et ces règles vont s'appliquer au contrat quand bien même elles ne seraient pas reprises, écrites dans le contrat, dans le marché. Ce sont des règles générales prévues par le Code de la commande publique, précisément à l'article L6, de sorte que l'acheteur peut s'en prévaloir, et le co-contractant également pour certaines d'entre elles, quand bien même le contrat serait parfaitement silencieux là-dessus. La première règle qui s'applique, même si le contrat est silencieux, c'est la règle suivant laquelle l'acheteur peut exercer un contrôle étroit sur l'exécution du marché. Cela n'a pas besoin d'être écrit formellement dans le contrat. C'est une règle générale. Par conséquent, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale pourra demander des comptes à son titulaire. Et le titulaire ne pourra pas se prévaloir du silence du marché pour considérer que l'acheteur n'est pas dans son bon droit. Il l'est par la loi, par les faits du Code de la commande publique. Première règle. Deuxième règle, lorsque le marché est un marché de service public. Bien là, le contrat doit garantir que le titulaire va exécuter le marché
en considération du principe de continuité du service public. Troisième règle, qui joue là au bénéfice du titulaire, c'est l'indemnisation du contrat, l'indemnisation du co-contractant lorsque celui-ci poursuit l'exécution du marché, alors même que ce marché subit des bouleversements économiques qui n'étaient pas prévus. Au cas d'espèce, et la crise sanitaire a donné plusieurs exemples de bouleversement de l'économie du contrat dans une situation tout à fait inédite que les parties ne pouvaient pas connaître au moment où le marché a été conclu. Dans cette hypothèse, si le titulaire continue à exécuter la prestation, mais dans des conditions dégradées du fait de ces événements imprévus extérieurs aux parties, il peut prétendre à une indemnité. Il peut prétendre à une indemnité et cela n'a pas besoin d'être mentionné dans le marché. Et pour cause, puisque bien souvent, l'événement imprévu n'est pas connu. Quatrième règle, la règle suivant laquelle le contrat, le marché public, peut être modifié unilatéralement par l'acheteur. Là encore, cela n'a pas besoin d'être précisé dans le marché. Encore une fois, toutes les règles que je rappelle ici, elles sont dans la loi. Dans la loi. Donc, l'acheteur public peut modifier unilatéralement un marché. On a tendance à imaginer, à croire que toute modification d'un marché exige un avenant. Ah non, il est tout à fait possible à l'acheteur public de modifier unilatéralement le marché. La contrepartie, bien sûr, c'est l'indemnisation du titulaire. C'est une contrepartie sous réserve, c'est ce que je précise ici en italique sur la slide, sous réserve que le marché n'en dispose pas autrement, c'est-à-dire sous réserve que le marché n'ait pas exclu précisément cette indemnisation. Mais pour que cette indemnisation ne soit pas appliquée, il faut que le marché l'ait expressément exclu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de modification unilatérale d'un marché public par l'acheteur public, si vous ne dites rien, si le marché est silencieux, le titulaire a droit à une indemnisation. Pour qu'il en soit autrement, il faut avoir exclu le principe de l'indemnisation dans le contrat. Et pourquoi faut-il le mettre? Bien, tout simplement au nom de l'exigence de transparence. Être clair dans le contrat, dans le marché public, sur le principe de l'absence d'indemnisation du titulaire en cas de modification unilatérale du marché, permet au titulaire de couvrir son risque dans le prix qu'il vous proposera. Le titulaire a l'information qu'en cas de modification unilatérale, il n'aura le droit à aucune indemnité. Eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va intégrer ce risque de non-indemnisation dans le prix qui sera proposé. Eh bien, cette logique, elle est la même dans l'hypothèse d'une résiliation unilatérale du marché. L'acheteur public, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale a toujours la possibilité de mettre un terme au marché avant la date butoir, avant la date de fin du marché. Il est toujours possible de résilier unilatéralement un marché public. Au cas général, la résiliation peut intervenir en raison d'une faute du titulaire. Et là, lorsqu'il y a faute du titulaire, celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité. Mais la résiliation du marché peut aussi intervenir, nous dit la jurisprudence, et après elle, le législateur, pour motif d'intérêt général. Prenons mon exemple de l'édition de ce journal d'information municipale. L'exemple que je donnais
il y a quelques instants, était un journal d'information municipale sur support papier, avec un éditeur. Mais en cours de mandature, l'exécutif, le maire, dit « Je souhaite communiquer plus souvent avec mes administrés ». Or, les délais de réalisation d'un bulletin d'information municipale sont trop longs, mobilisent trop d'énergie, trop d'équipes, trop de personnel. Je vais désormais passer sur un support d'information municipale électronique. Le besoin change. D'information sur support papier, je suis désormais sur un format électronique. Donc, je vais résilier le marché avec cet éditeur de mon journal d'information municipale papier. C'est typiquement la situation où la résiliation intervient pour motif d'intérêt général, évolution du besoin, disparition du besoin, je résilie. Mais là encore, en cas de résiliation, le titulaire peut prétendre à une indemnité. Et si le marché est silencieux sur ce régime indemnitaire, c'est-à-dire s'il ne l'exclut pas, pour être clair, l'indemnité est de droit. L'indemnité est de droit. Si l'acheteur public veut écarter toute possibilité d'indemnisation en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, il faut que le contrat le dise expressément. Toujours pour permettre au titulaire de couvrir ce risque d'une perte de ressources. Alors, rentrons maintenant dans, après avoir vu ces grandes règles, l'achat lui-même, l'acte d'achat. Et la première chose, un point important, une question importante à se poser lorsqu'on est dans une stratégie d'achat, dans une politique d'achat au sein d'une collectivité commune, un établissement public de coopération intercommunale, un office de tourisme, loi 1901, la question que l'on peut se poser, c'est de se dire mais quelle technique d'achat je vais utiliser? Car le code de la commande publique permet d'acheter seul, hypothèse la plus fréquente, la plus courante, mais permet aussi d'acheter soit auprès de structures qui vont acheter pour moi, soit d'acheter avec d'autres. Donc, lorsqu'on définit une politique d'achat, il faut avoir à l'esprit ces différentes techniques, ces différents outils. Il y a une véritable boîte à outils dans le code de la commande publique qui va permettre aux gestionnaires de mobiliser un outil par rapport à un autre en fonction des circonstances, en fonction du besoin, en fonction de l'expertise achat qu'il a en interne. Très concrètement, lorsqu'on veut acheter des prestations intellectuelles, lorsqu'on veut acheter du gaz, de l'électricité, lorsqu'on veut acheter de l'énergie, c'est un acte d'achat un peu complexe. Peut-être que nous n'avons pas, peut-être que la collectivité n'a pas en interne l'expertise de ce segment d'achat, de ces segments d'achat particuliers. Donc, en tant que gestionnaire, je vais me poser la question, mais est-ce que je ne peux pas me fournir auprès d'une structure qui aurait déjà la solution, ou est-ce que je ne peux pas acheter avec d'autres de manière à faire des économies? Il y a donc deux outils, deux techniques d'achat alternatives à l'achat isolé. C'est la centrale d'achat, d'une part, et le groupement de commandes. La centrale d'achat, c'est un acheteur. C'est un acheteur qui va réaliser l'acte d'achat pour vous, pour la commune, pour l'établissement public de coopération intercommunale. Et pas que pour vous, mais en réalité pour un nombre indéterminé de communes, un nombre indéterminé d'établissements publics de coopération intercommunale. La puissance
de l'acte d'achat de la centrale d'achat réside dans les volumes achetés. Et parce que les volumes sont conséquents, la force de négociation vis-à-vis des opérateurs économiques sera très grande. Les taux de remise sur tarifs publics qui seront consentis par des fournisseurs dans le cadre d'une procédure d'achat lancée par une centrale d'achat sont évidemment plus intéressants, plus élevés que lorsqu'il s'agit d'un acte d'achat lancé par une commune pour son propre compte, un établissement public de coopération intercommunale pour son propre compte. Et puis l'intérêt juridique pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale d'avoir recours à une centrale d'achat est un intérêt évident de dispense de procédure de marché. Le code dit la chose suivante: lorsque vous achetez auprès d'une centrale d'achat, vous êtes réputé avoir respecté vos obligations de publicité et de mise en concurrence. La centrale d'achat est une première solution et l'UGAP est la grande centrale d'achat généraliste en France. Il y en a d'autres, bien entendu, à un niveau régional. Le groupement de commandes. Le groupement de commandes est une technique d'achat qui consiste dans la conclusion d'un contrat. Plusieurs communes, plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, plusieurs communes et plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider d'agréger leurs besoins pour acheter ensemble. Que vont-elles faire? Elles vont conclure un contrat, une convention portant constitution du groupement de commandes, contrat dans lequel elles vont intégrer leurs besoins, et on suppose qu'il s'agit de besoins communs, de besoins homogènes. Elles vont intégrer leurs besoins dans cette convention et elles vont lancer une seule procédure permettant de sélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, à charge pour lui de satisfaire les besoins de chacune de ces communes. D'ordre pratique, cela se traduit par la chose suivante: les communes intéressées rédigent la convention, désignent parmi elles une commune qui sera chargée de lancer la procédure de marché. Le plus souvent, ce sera la commune qui dispose du service marché ou du service achat le plus structuré. Cette commune lance la procédure de marché pour l'ensemble des membres du groupement de commandes. Une fois que le marché est attribué, chacune des communes qui faisaient partie du groupement de commandes retrouve son autonomie et achète auprès du fournisseur qui a été sélectionné. Gain procédure, puisqu'il n'y a qu'une seule procédure de marché pour l'ensemble des communes concernées. Gain achat, évidemment, lorsque vous agrégez le besoin entre plusieurs communes, vous vous placez dans la situation d'avoir une puissance d'achat plus conséquente et donc d'obtenir des meilleurs prix de votre titulaire, lequel titulaire aura intérêt à répondre à un groupement de commandes puisqu'il n'aura qu'une réponse à faire. Donc, c'est moins de travail pour lui. Il est évident qu'une entreprise, lorsqu'elle répond à un groupement de commandes, elle ne répond qu'une seule fois. Alors que si elle devait répondre à autant de consultations qu'il y a de communes intéressées, ce serait évidemment très chronophage. Donc, c'est une technique qu'il faut connaître, car parfois, il est peut-être davantage pertinent en termes de gain procédure, en termes de gain achat, en termes d'efficacité, en termes de bonne affectation des ressources des agents, d'acheter avec d'autres plutôt que de se lancer tout seul. Qu'on se lance avec d'autres ou qu'on achète tout seul, il y a une opération importante dans les marchés publics qui est de définir son besoin. Définir son besoin est une obligation juridique, mais
c'est aussi, et sans doute davantage, une obligation économique, une obligation de performance achat. En définissant correctement mon besoin, je me place en situation d'avoir un marché qui s'exécute sereinement, sans surprise, ou avec le moins de surprises possible. Définir de manière précise mon besoin en termes de caractéristiques techniques attendues, de délai d'exécution, de réalisation du projet. Définir correctement mon besoin, c'est mettre les entreprises en situation de faire la réponse la plus pertinente, la plus performante. Alors, cette définition du besoin, elle suppose une estimation. Estimation du besoin. L'estimation du besoin, point central ici, doit tenir compte de l'hypothèse d'exécution maximale des stipulations contractuelles, doit tenir compte de toutes les périodes d'exécution du contrat. Quand bien même, le contrat serait fractionné dans sa durée. Je m'explique. Vous lancez une procédure de marché pour un marché d'une durée de 4 ans. Mais vous avez été refroidi par le marché qui vient de s'exécuter. Il y a eu un certain nombre de difficultés en phase d'exécution et vous dites, eh bien, je souhaite être beaucoup plus prudent. Certes, j'ai un besoin de 4 ans, mais je veux m'assurer que mon fournisseur sera performant. Et donc, vous dites, c'est un marché théorique de 4 ans, mais je vais le fractionner en disant, il y a 2 ans fermes, plus 2 périodes de reconduction d'1 année. En pareille situation, vous ne pouvez pas estimer le besoin sur les 2 seules années fermes. Non, vous devez estimer le besoin sur les 4 années, quand bien même, vous pourriez mettre un terme au marché à l'issue de 2 premières années sans activer les périodes de reconduction. Le besoin doit être estimé sur l'ensemble de la durée potentielle d'exécution du marché. Dans une commune, seul le maire peut définir le besoin. Encore faut-il qu'il ait été régulièrement habilité à le faire par l'organe délibérant, tout simplement à travers une délibération qui va permettre au maire d'agir seul. Cela est tout à fait autorisé, le Code général des collectivités territoriales le permet, en considérant que la définition du besoin se rattache à l'acte de préparation du marché. En matière de besoin, il y a une opération importante, une stratégie importante à maîtriser, c'est la stratégie dite de sourcing, c'est la pratique du sourcing, c'est-à-dire l'activité qui consiste pour l'acheteur public à aller à la rencontre des entreprises. Ce sourcing constitue, au sens du Code de la commande publique, je rappelle ici les textes, mais simplement pour mémoire, une aide à la définition du besoin. Le sourcing, il ne faut pas le craindre. Je sais, pour avoir échangé avec un certain nombre d'élus, notamment lorsque la pratique du sourcing a été intégrée dans les textes, qu'il y avait une certaine réticence, une certaine crainte à entrer en relation avec les entreprises de manière concrète, de manière soutenue, considérant qu'on était à la lisière du délit de favoritisme. Mais il n'en est rien. Le sourcing consiste à consulter les entreprises, à réaliser des études de marché en amont d'une procédure de consultation. Cela se traduit de manière très opérationnelle par la sollicitation de fournisseurs, des rencontres physiques avec les fournisseurs au cours desquelles l'acheteur va décrire son besoin,
entendre les retours des entreprises rencontrées sur la compréhension du besoin, entendre les retours des entreprises rencontrées sur les offres susceptibles de répondre à son besoin, des offres, des techniques innovantes auxquelles l'acheteur n'aurait pas spontanément songé. Lorsque vous lancez un marché de travaux, de rénovation de l'éclairage de la voie publique, bon, vous pouvez très bien, dans le cadre du sourcing, rencontrer des entreprises qui proposent des solutions d'éclairage de la voie publique intelligentes, des solutions d'éclairage de la voie publique qui permettent aussi d'assurer de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance, avec des caméras qui pourraient être implantées sur les candélabres d'éclairage. Mais ça, vous ne pouvez le savoir que si vous rencontrez les opérateurs économiques. Donc, il ne faut pas le redouter. Tout au plus, il faut, là encore, au nom du principe de transparence, au nom du principe d'égalité de traitement, assurer une stricte symétrie des informations entre les entreprises rencontrées. Définition du besoin, allotissement. L'allotissement, c'est la construction du contrat. Comment mon contrat, comment mon marché va être construit. Le principe qui s'applique à tous les acheteurs publics, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, est l'obligation d'allotir. Vous devez constituer des lots distincts. Vous avez la possibilité aussi de limiter le nombre de lots susceptibles d'être attribués à une même entreprise, voire même limiter le nombre de lots auxquels une entreprise peut répondre. Et là, cela paraît de bonne méthode si l'on veut éviter d'être dans une situation de dépendance vis-à-vis d'un seul et même fournisseur. Lorsqu'on veut éviter d'être dans une dépendance vis-à-vis d'un seul et même fournisseur, la bonne technique, la bonne solution, c'est de dire « j'ai plusieurs lots, vous êtes une entreprise importante, vous êtes une entreprise qui a la capacité, qui a l'assise financière, mais je ne veux pas être dépendante de vous, car si vous subissiez un revers de fortune, je n'aurai plus de titulaire. Et donc, je dis, j'ai 5 lots à lancer, mais je ne souhaite pas que les 5 lots soient attribués à la même entreprise. Je vais limiter le nombre de lots auxquels vous pouvez candidater. Je vais limiter le nombre de lots auxquels l'attribution peut être, auxquels vous pouvez prétendre au stade de l'attribution. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de construire un allotissement, vous allez lancer un marché non alloti. Mais comme je viens de le dire, l'allotissement est le principe. Le non-allotissement est l'exception. Et comme toute exception en droit, elle s'interprète strictement. Elle s'interprète strictement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge, s'il venait à connaître de votre allotissement, bien, il vous demandera des explications. S'il venait à connaître surtout du fait que vous n'ayez pas alloti, il va vous demander des explications. Pourquoi n'avez-vous pas alloti? Alors même que vous êtes obligé de le faire. Et ça, il faudra être en mesure de l'expliquer. Alors, vous pourrez tirer argument des motifs de non-allotissement qui sont prévus dans le code de la commande publique. Vous pourrez dire, premièrement, que je n'ai pas alloti, car si j'avais trop alloti, en réalité, la concurrence ne s'exprimerait pas, puisque seule une entreprise pourrait répondre au lot considéré. Deuxième hypothèse, vous pourrez dire je n'ai pas alloti parce que si j'avais dévolu le marché en plusieurs lots distincts, eh bien, les prestations présenteraient un coût supérieur au marché non alloti ou l'exécution du marché serait techniquement difficile ou financièrement coûteux. Et ça, comment vous allez le faire? Comment vous allez justifier de cela? Eh bien, c'est en tirant expérience du marché dont vous allez réaliser le renouvellement. Vous allez dire, écoutez,
monsieur le juge. Sur le marché 2016-2020, j'avais en effet 5 lots, mais en pratique, ces 5 lots il a été très difficile d'en assurer le pilotage, il a été très difficile d'en assurer une exécution au niveau technique performante. J'ai constaté que l'allotissement avait renchéri le coût de la prestation, et donc j'ai des arguments pour dire que le marché renouvelé 2020-2024 serait un marché non alloti. Même argument, même raisonnement, même obligation de justification si vous vous placez sur le terrain de la coordination du pilotage. Vous dites, ben moi, je ne peux pas piloter plusieurs prestataires. Je n'ai pas les effectifs en interne. Je n'ai pas l'expertise au sein de mes services qui permettent d'assurer la coordination ou le pilotage du marché. J'ai besoin d'un seul interlocuteur qui assurera pour moi ce travail de coordination. S'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Petite question. On lance un marché à l'OTI, marché infructueux parce qu'en gros, personne ne répond. Est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, lancer un marché avec un seul lot? C'est tout à fait possible, sous réserve de pouvoir justifier de l'infructuosité. Parce que vous, dans votre exemple, vous présumez que l'infructuosité procède de l'allotissement. Mais qu'est-ce qui permet d'en être certain? Qu'est-ce qui permet de dire c'est parce que je n'ai pas alloti, parce que j'ai alloti que le marché est infructueux? Rien ne permet de le dire. En tout cas, il va falloir faire un effort de motivation tout à fait serré pour pouvoir convaincre le juge, puisque le juge, il va vous demander des explications. Et je ne suis pas sûr que le juge s'accommode d'un argument qui serait de dire je suis passé à un marché non alloti parce que mon marché alloti s'est révélé infructueux. Là, il dira mais c'est pure spéculation, rien ne vous permet de le dire. Rien ne vous permet de le dire. Donc c'est périlleux et je pense que la sécurité juridique invite à se fonder sur les motifs de l'article L 2113-11 du Code de la commande publique, qui sont là fixés par la loi et qui finalement fixent un guide à l'acheteur public pour justifier de ce non-allotissement. Il me semble que l'infructuosité n'est pas liée nécessairement à l'allotissement. L'infructuosité, elle peut être liée au fait que le besoin n'était pas compris par les entreprises. Les entreprises n'ont pas répondu parce qu'elles n'avaient pas compris le besoin. Ou parce que oui, c'est ça, elles n'avaient pas compris le besoin. Une entreprise qui comprend le besoin, elle va répondre. Elle va répondre. Donc, c'est en tout cas pas un motif qui est, à ma connaissance, ce n'est pas un motif que la jurisprudence a à ce jour retenu au bénéfice d'un acheteur qui serait passé d'un marché alloti à un marché non alloti. Je n'ai pas connaissance, et tout simplement parce que c'est quasiment impossible à prouver. Okay. Donc, prudence. D'accord, merci. Alors, les seuils de procédure, j'avance un peu vite, parce que je sais que j'ai un timekeeper extrêmement sourcilleux. Les seuils de procédure sont ici rappelés, ils sont modifiés tous les 2 ans. Nous avons ici les seuils de procédure pour 2020-2021. Vous voyez ici, pour ce qui est des collectivités territoriales, les seuils de procédure formalisés, avec cette distinction que nous retrouvons entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice. Et vous voyez qu'en matière de fourniture ou de service, lorsque l'on est pouvoir adjudicateur, on a un seuil de procédure formalisé qui est plus faible, plus bas que lorsqu'on achète comme entité adjudicatrice. Et c'est pourquoi j'invitais dès le début de cet entretien à être au clair sur
la qualité suivant laquelle on achète. Parce que lorsqu'on est entité adjudicatrice, on voit bien que la procédure adaptée, elle peut aller jusqu'à 428 € hors taxe. Donc ces procédures formalisées, concrètement, c'est l'appel d'offres, hein, pour faire simple, commencent à partir de 214 000 € hors taxe lorsqu'on est pouvoir adjudicateur et qu'on achète des fournitures et des services. Les seuils des procédures formalisées en matière de travaux sont identiques suivant que l'on est pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. En dessous de ces seuils, c'est la procédure adaptée. Et puis, il y a ce seuil particulier qui est le seuil de 40 000 €. Hein. Le seuil de 40 000 € autorise à passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Mais entendons-nous bien, les 40 000 € hors taxe sont appréciés en considération du besoin et non pas en considération du contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas conclure plusieurs marchés afférents à un même besoin d'un montant inférieur à 40 000 €, car là encore, le juge, s'il venait à connaître de cette pratique, aurait au fait d'agréger l'ensemble des valeurs des marchés pour considérer que ces différents marchés sont relatifs à un même besoin, de sorte qu'il faut que j'agrège les montants correspondants. Et en agrégeant les montants correspondants, il pourrait être conduit à constater que le besoin en réalité est supérieur à 40 000 € sur la durée du marché. Si bien que ce n'est pas un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable que vous auriez dû conclure, mais bien un marché à procédure adaptée, voire, si on venait à dépasser 214 000 €, un appel d'offres. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, qui est rappelée par les textes, c'est que dans un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de satisfaire un besoin inférieur à 40 000 € hors taxe, vous ne pouvez pas contracter systématiquement avec le même fournisseur. Un minimum de mise en concurrence, même sommaire, très élémentaire, doit être observé. Concrètement, cela se matérialisera par la sollicitation de 3 ou 4 devis auprès des entreprises susceptibles de répondre à la consultation. Règle importante des marchés publics désormais, s'agissant de la passation, c'est la dématérialisation. Désormais, pour tout achat afférent à un besoin supérieur à 40 000 € hors taxe, vous devez lancer une procédure dématérialisée. Cette procédure dématérialisée, c'est-à-dire un échange électronique concrètement avec les entreprises, elle sera mise en œuvre par l'utilisation d'une plateforme que l'on appelle un profil acheteur. Ce profil acheteur permet de mettre à disposition des entreprises les documents de la consultation, le cahier des charges, le règlement de la consultation, le DCE pour être clair, et ce profil acheteur permet aux acheteurs, à l'acheteur et aux entreprises d'échanger pendant toute la phase de consultation. Donc des échanges électroniques entre l'acheteur et les entreprises, avec, là encore, la nécessité d'observer les qualités de traitement et la transparence des procédures, en ce sens que, dans le cas de ces échanges, lorsque vous répondez sur le profil acheteur à une question posée par l'entreprise A, qui a téléchargé un dossier, qui s'apprête à répondre, mais qui se pose des questions sur précisément le besoin, hein, pour éviter l'infructuosité, une entreprise peut, si les documents de la consultation sont équivoques, ne sont pas clairs, peut poser une question sur cette plateforme. L'entreprise A pose une question, l'acheteur de la collectivité répond,
Mais au nom de l'exigence de transparence, la réponse qui va être donnée à l'entreprise A doit bénéficier à l'ensemble des entreprises qui ont téléchargé le dossier de consultation et qui sont tout autant intéressées par la réponse. Eh bien, c'est ce que permet aussi cette plateforme, ce profil acheteur, c'est de communiquer avec l'ensemble des entreprises. Le marché à procédure adaptée. Quelques idées forces sur ce marché à procédure adaptée. Nous l'avons vu, la procédure adaptée, c'est la procédure qui doit être mise en œuvre à partir de 40 000 € hors taxes jusqu'au seuil des procédures formalisées, c'est-à-dire jusqu'à 214 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture ou de services, ou les 5 350 000 € hors taxes pour les marchés de travaux. Donc, cette vaste plage de marché qui doit être conclue avec la procédure adaptée. En matière de procédure adaptée, l'acheteur dispose d'une grande latitude pour définir les conditions de la consultation. Grande latitude pour définir les conditions de la consultation, en considération des circonstances de l'achat, en considération de l'amont industriel, c'est-à-dire des entreprises susceptibles de répondre, et cela, c'est le sourcing qui va vous donner cette information, en considération de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire. Il reste que, en procédure adaptée, vous allez sélectionner des candidats et vous allez identifier des critères de choix de l'offre. En procédure adaptée, vous devez donner une information appropriée sur les critères de sélection des candidatures dans les documents de la consultation. En revanche, vous n'avez aucune obligation d'indiquer les conditions de mise en œuvre de ces critères de sélection des candidatures. S'agissant des critères de choix de l'offre, les critères de choix de l'offre, c'est-à-dire ce sur quoi vous allez vous prononcer pour attribuer le marché, ces critères qui sont très nombreux, et c'est l'acheteur public qui va les retenir, les identifier, ces critères de choix de l'offre doivent être mentionnés dans le DCE, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges. Là encore, aucune obligation en marché à procédure adaptée d'indiquer aux entreprises la méthode de notation de ces critères. Alors ces critères, quels sont-ils? Ils sont évidemment très nombreux, c'est à la discrétion de l'acheteur. On retrouvera systématiquement le prix ou équivalent, puisque nous l'avons vu, le marché public suppose des éléments d'onérosité, ça c'est tout à fait nécessaire, mais ça peut être d'autres critères. Critères qualité de service, critères délai d'exécution, critères valeur technique, critères performance en matière environnementale, critères innovation, toute une série de critères. Et la question qui se pose et qui constitue une distinction entre les procédures formalisées et le marché à procédure adaptée est celle de savoir si l'acheteur doit obligatoirement pondérer les critères en marché à procédure adaptée, ou s'il peut se borner à hiérarchiser ces critères. Il n'y a pas d'obligation en marché à procédure adaptée de pondérer les critères. Pas d'obligation, mais je dirais que c'est recommandé. C'est recommandé au nom de l'exigence de transparence, mais davantage au nom de l'exigence de performance de l'achat. Les entreprises qui vont répondre, les entreprises susceptibles d'être intéressées par une consultation, elles seront d'autant plus en mesure de faire une réponse pertinente, performante, si elles connaissent le poids respectif des critères de choix versus la simple hiérarchisation des critères. C'est très différent de dire à des entreprises, j'ai 3 critères, le critère prix, le critère valeur technique, le critère performance en matière environnementale. Ces critères sont hiérarchisés de la manière suivante.
Premier critère, le prix. Deuxième, la performance en matière environnementale. Troisième, la qualité de service. Ça, c'est une information. Mais c'est beaucoup plus précis de dire, toujours sur ces mêmes critères, le prix va être pondéré à 40%, la valeur technique à 30%, la performance en matière environnementale à 30%. Car là, l'information est plus fine, plus précise, de sorte que les entreprises seront en mesure de faire une réponse beaucoup plus pertinente. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'affecter un pourcentage aux critères dans le cadre d'un marché à procédure adaptée. Pas d'obligation, mais c'est hautement recommandé de manière à ce que les entreprises qui vont répondre fassent une proposition qui soit la plus proche de vos attentes. Le choix de l'offre et la problématique de l'achat local, je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé, c'est absolument impossible d'ériger un critère de préférence géographique comme critère de choix. Tout au plus peut-on considérer que les conditions d'exécution du marché pourraient justifier une obligation d'implantation géographique. Et par exemple, l'hypothèse classique est celle des délais d'intervention. Si dans un marché, vous considérez qu'au regard de l'objet du marché, des délais d'intervention doivent être les plus brefs possibles, concrètement, cela signifie que seule une entreprise située à proximité du lieu d'exécution du marché sera en mesure de répondre. Mais ériger le critère de choix d'une offre comme l'implantation géographique est parfaitement irrégulier, c'est tout à fait discriminatoire. La négociation, c'est en effet une caractéristique essentielle du marché à procédure adaptée. Cette négociation, elle constitue une faculté et pas une obligation. Là encore, l'exigence de transparence invite à être très clair vis-à-vis des entreprises. Vous ne pouvez pas manier l'ambiguïté s'agissant de la négociation. Et pour éviter cette ambiguïté, vous devez indiquer que vous avez la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'en disant cela, que le marché peut être attribué sur la base des offres initiales, vous donnez l'information aux entreprises qu'elles ont tout intérêt à faire leurs meilleurs efforts dès l'offre initiale qui sera proposée. C'est très différent de dire le marché peut être attribué sur la base des offres initiales, auquel cas l'entreprise sait qu'elle doit faire ses meilleurs efforts tout de suite, que de dire le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. Car là, on est dans l'incertitude. L'entreprise ne sait pas si vous allez négocier in fine. Et donc, elle peut ne pas faire sa meilleure offre dès le départ de la consultation. Donc là, une mention recommandée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sans négociation. La négociation, elle peut être menée avec différentes entreprises ou certaines d'entre elles. C'est la technique de la shortlist. Là encore, exigence de transparence, dire quels vont être les critères qui vous permettront d'arrêter cette shortlist. D'ordre pratique, ce sont les 2 ou 3 entreprises qui auront remis la meilleure offre au stade de l'offre initiale. La négociation, ce n'est pas un marchandage. Tous les éléments de l'offre peuvent être négociés, le prix, la qualité de service, les délais d'exécution, la quantité. Et en revanche, la négociation ne vous ouvre pas la possibilité de revoir les critères de choix de l'offre. Vous ne pouvez pas, dans le cadre d'une négociation, neutraliser un critère de choix de l'offre. Si vous le faisiez, il faudrait relancer une procédure. Voilà les points essentiels qui me paraissaient utiles de porter à votre connaissance dans le cadre de cette sensibilisation sur les acteurs, sur la connaissance de l'amont industriel, sur la structure du marché, sur les seuils, sur la dématérialisation, sur
le marché à procédure adaptée. Quelques mots pour finir sur les mesures exceptionnelles qui ont été adoptées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire. Pourquoi je le mentionne alors qu'on arrive au terme de l'état d'urgence sanitaire, c'est le 10 juillet prochain, tout simplement parce que l'ordonnance du 25 mars 2020 a précisé que ces mesures exceptionnelles favorables aux entreprises en matière de contrat de la commande publique allaient pouvoir être prolongées pendant une durée de 2 mois au-delà de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de se prévaloir de ce régime dérogatoire jusqu'à début septembre. Et ces règles dérogatoires vont dans le sens d'un assouplissement, aussi bien s'agissant de la procédure de passation que s'agissant de l'exécution du contrat. La procédure de passation, pour faire simple, c'est la prolongation des délais, la négociation assouplie, la possibilité de négocier sous forme dématérialisée. En ce qui concerne l'exécution, les règles concernent notamment les modalités de paiement des titulaires, le régime des pénalités, la possibilité de contracter avec une entreprise de substitution si le titulaire initial n'était pas en mesure d'exécuter la prestation. Là, on ne vous ferait pas grief de lancer un marché de substitution en pareille hypothèse. C'est la possibilité d'annuler des bons de commande avec un certain nombre de cas d'exécution qui sont ici rappelés, vous le verrez dans le support. D'ordre pratique, l'idée générale de ce régime dérogatoire, c'est de ne pas pénaliser les entreprises. De ne pas pénaliser les entreprises qui auraient été déjà fortement impactées par la crise sanitaire. Donc, 4 cas très clairement identifiés dans l'ordonnance avec les réponses opérationnelles à mettre en œuvre. Voilà, je vois que le temps m'était imparti est échu. Donc, j'espère vous avoir donné un certain nombre de clés pour lancer votre procédure de marché en parfaite sécurité. Vous aurez le support et puis, si le besoin devait s'exprimer et si les rencontres en présentiel pouvaient être à nouveau tenues, j'aurais évidemment plaisir à me déplacer dans votre beau département pour une session un peu plus approfondie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci de votre attention. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Très clair comme d'hab. Est-ce qu'il y a des questions Merci. supplémentaires? Damien, une petite question? Non. Non, j'ai plus de questions. Juste, moi, je voulais juste préciser par rapport aux mesures exceptionnelles de la crise Covid que l'AMF 05 avait signé une charte des bonnes pratiques avec le BTP 05, avec le conseil départemental et la préfecture. Donc, je vous ai envoyé cette charte qui vous permet de négocier sur tout ce qu'on va vous demander, sur les difficultés, et puis de vous alerter sur les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises du BTP et de voir comment avec elles, vous pouvez négocier. Donc, je vous ai envoyé ce document à lire. Évidemment, rien n'est obligatoire puisque les mesures exceptionnelles, elles sont bien dans l'ordonnance du 25/03/2020. Voilà, c'était une petite précision.